Salut la Bulls Nation, bienvenue sur French Bulls TV. Ça fait un petit moment qu'on s'était pas parlé, mais bon, on attendait qu'il y ait un peu plus d'infos qui arrivent. Et on en a eu quelques-unes là à l'approche de la draft, puisqu'on est désormais à moins d'une semaine de cette fameuse draft. Et d'ailleurs, hier marquait l'anniversaire des 40 ans de la draft de Michael Jordan. Donc voilà, petit t-shirt de circonstance pour l'occasion. Euh, Moment qui a évidemment tout changé dans notre franchise et on peut que lui en être éternellement reconnaissant parce qu'on sait que derrière, ben, ça arrivera plus. Mais donc voilà, avant de se pencher sur la partie draft, quelques infos qu'on a eues ces dernières semaines et justement il y en a quelques-unes qui sont assez pénibles. À commencer par l'annonce de la prolongation de Mark Eversley pour 3 ans. Alors pourquoi elle est pénible? Parce que cette annonce, elle vient pas des Bulls, comme Billy Donovan il y a quelques années, qui a été prolongé en secret, il n'y a jamais eu la moindre annonce pour ça. C'est juste un insider dans un article qui poste voilà, voilà, ce que les Bulls doivent faire cet été. Ah, au fait, Marc Eversley a prolongé de 3 ans. Voilà, voilà. Et toi, tu es là, tu fais, mais c'est quoi ce délire? C'est pas tant le fait de l'avoir prolongé, parce que bon, pourquoi pas, même s'il n'a pas l'impression qu'il ait fait grand chose, mais pourquoi ne pas communiquer dessus? Enfin, on va pas encore revenir pendant 30 minutes sur la communication désastreuse de cette franchise, hein, mais, parce qu'on l'a déjà dit 10, 20, 50, 100, 1000 fois. On connaît les mecs qui dirigent cette franchise, mais enfin, c'est quand même assez extraordinaire qu'une annonce comme ça, ton general manager, tu fais pas d'annonce. Mais bon, enfin. Autres annonces, parce qu'il y en a plusieurs, il y en a plus qu'une. Billy Donovan 3, fils de Billy Donovan, devient le coach de l'équipe de J-League des Windy City Bulls. Et ça, pareil, bon, ok, va peut-être falloir se calmer. Donc voilà, on continue de faire un peu, enfin je sais pas, on peut pas dire qu'il arrive en ayant prouvé grand-chose, mais bon, c'est le fils de Bully, on le met là, et puis voilà quoi. Donc ça montre aussi à quel point, et ça aussi on l'a dit plusieurs fois, à quel point les Bulls s'en foutent de l'équipe de J-League et qu'elle s'en sert pas de la bonne manière en tout cas. Et autre annonce, alors ça aussi c'est extraordinaire, on nous a dit au départ que Maurice Cheeks quittait le banc des Bulls, parce que c'était l'assistant coach principal, et qu'il allait rester aux Bulls, mais avec un rôle plus réduit, genre il ferait pas les déplacements, les road trips, tout ça, il resterait à Chicago. Et une semaine plus tard, Maurice Cheeks s'engage aux Knicks pour être sur le banc de Tom Thibodeau. Ok, bon, donc voilà. Et encore une fois, tout ça arrive de la part d'insiders. Il n'y a pas de communication officielle de la part des Bulls qui disent on a fait ci, 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 ça. Et donc c'est très bizarre. Je me demande qu'est-ce qui s'est produit pour qu'on passe de Maurice Cheeks reste, mais avec un rôle réduit, à bah, il se barre. Je pense que lui, il s'attendait pas à ce qu'on lui dise de prendre un rôle réduit. Du coup, il a fait, ben, tu sais quoi, je vais aller avec Tibbs à New York et aller vous faire foutre. Et à mon avis, ça s'est passé comme ça. Mais bon, bref, voilà, la manière dont on est géré, c'est toujours aussi formidable. Passons à la draft. Parce que mine de rien, donc, comme je disais, on est à moins d'une semaine maintenant de cette draft, hein. Dans une semaine, on sera au deuxième tour, parce que désormais, c'est sur 2 jours. Le mercredi, ce sera le premier tour, et le jeudi, ce sera le deuxième. Donc ça laisse plus de temps aux general managers, aux dirigeants de négocier pendant toute une journée pour monter des trades pour le deuxième tour éventuellement. Et donc, bah, plus on approche de cette fameuse draft, et plus les rumeurs s'intensifient. Et donc, vu que c'est quelque chose que j'aime pas faire, parler des rumeurs, mais bon, là, il y a quand même quelques trucs, des rumeurs et des infos qui sont assez concrètes, il faut qu'on revienne dessus. Même si il faut quand même toujours, un petit peu comme tout le temps, être capable de déceler ce qui semble être une rumeur ou ce qui est genre un truc totalement inventé. Exemple, la rumeur Matas Buzelis. Perso, j'ai du mal à y croire, parce que pour moi, c'est inventé de toutes pièces, en fait, en suivant 2 fils rouges. Donc, Matas Buzelis est né à Chicago. Il est à la fois américain et lituanien. Et on a un vice-président des opérations basket qui est lituanien et qui dirige donc les Chicago Bulls. Donc le lien est vite fait, et pour moi, ça part de là, en fait. Et du coup, tu peux en faire à 50 comme ça des rumeurs. D'autant que Buzelis devrait être drafté très haut. Il sera très certainement pas là en pick 11. Donc il y a moins de trade-up, et donc voilà. C'est pas totalement impossible, mais ça passe par quand même certaines concessions, et donc ne pas refuser systématiquement
les offres des autres équipes quand on en reçoit. Mais ça, c'est une autre histoire. Autre rumeur, celle-là, après ça reste toujours un petit peu invérifiable véritablement, mais il semblerait que les Bulls aient promis à Devin Carter de le prendre avec le pick 11 s'il est encore dispo à ce moment-là. Donc voilà, est-ce que du coup ça vaut vraiment le coup de continuer à parler un peu de ce qui va se passer à la draft, vu que ça a l'air d'être fait? Non, évidemment. Ceci étant, Devin Carter fait relativement sens, je vais m'expliquer, parce qu'il correspond quand même plus ou moins à ce fameux profil Arturas Karnichovas, qui est un joueur avec une envergure intéressante, qui est un excellent défenseur et qui est un bon rebondeur pour sa taille et son poste. Mais il est là le problème, c'est qu'il fait 1m91 le pépère, et que il joue meneur, et que c'est plus un combo garde un peu à la Kobe, mais en plus petit, que vraiment un meneur créateur qui va faire des grosses différences. Et c'est un petit peu ça pour moi le souci, c'est que on a déjà pas mal de monde à ce poste. Il a de grosses qualités, on a vu plein de highlights, etc., et de qualités et défauts sur plein de vidéos. Mais je me demande, est-ce que c'est vraiment là, à ce poste-là, dans ce profil-là, qu'on doit chercher quelqu'un à la draft? euh, J'en suis pas persuadé, sauf dans l'hypothèse où on décide de bouger et que le soir de la draft, on trouve un deal pour envoyer Zach LaVine quelque part ou Caruso quelque part pour récupérer d'autres picks de draft. Et du coup, si tu trades ces deux-là, ça libère de la place sur les postes arrière. Et du coup, un Devin Carter peut faire du sens pour arriver en sortie de banc et imposer sa défense et un shooting plutôt intéressant. Le truc dans cette draft qui est assez étrange, c'est que tu as plein de joueurs qui sont projetés suivant les mock drafts, suivant les sites sur lesquels tu vas d'une semaine à l'autre. C'est différent partout. Tu as un mec qui peut être annoncé en 4 sur ce site-là. Sur l'autre site, il va être annoncé en 12. Sur l'autre site, il va être annoncé en 15. La semaine d'après, ce même joueur, il va être en 8 ici. Après, il va être là en 7. Après, là, il va être en. Donc, tu sais pas, ça bouge constamment. Donc, c'est un bordel pas possible. Même le numéro 1, t'es pas sûr et certain à 100% que ce soit Alex Sarr qui parte à Atlanta. Il y a même des rumeurs comme quoi Atlanta enverrait son pick 1 quelque part, mais enfin, ça, j'y crois pas trop quand même. Donc, d'une semaine à l'autre, d'un site à l'autre, des mecs comme Donovan Clingan, Dalton Connect, Rob Dillingham, Jacoby Walker, Kobe Williams, etc. Tu sais pas où ils vont aller. Un coup, ils te disent qu'il va être pris en 6 là-bas, un coup, ils vont être en 8 ici, un coup, ils vont être en 11 à Chicago, un coup, ils vont descendre en 16. Ça bouge sans cesse, c'est le flou total, et donc c'est bien compliqué de prédire qui va partir en 11, et surtout, ça complique la tâche des dirigeants, parce que si tu as un joueur que tu veux vraiment, euh, tu n'es pas sûr de l'avoir en 11. Là, ils ont promis apparemment à Devin Carter de le prendre en 11, mais si ça se trouve, en 7, il est déjà parti. Donc il y a beaucoup d'incertitudes, et donc si tu veux vraiment ton gars, peut-être qu'il faudrait essayer de mettre des trades en place pour essayer de récupérer d'autres pics sans forcément perdre le tien. Si tu as moyen de garder ton pick 11 et de mettre un trade pour envoyer Zach LaVine quelque part ou Caruso quelque part pour récupérer un autre pick, là, ça fait déjà un peu plus de sens. On a vu des rumeurs dernièrement, justement. Alors, encore une fois, moi, commenter les rumeurs, c'est pas ce qui me plaît le plus, mais enfin, il y a des trucs qui peuvent éventuellement se discuter. Un intérêt des Kings, qui ont le pick 13, ou des Sixers, qui ont le pick 16, pour Zach LaVine et ou Caruso. Donc si tu arrives à monter un deal pour récupérer un de ces deux picks, donc tu envoies soit LaVine, soit Caruso, ou les deux, tu fais des montages, soit aux Kings, et tu récupères le pick 13 en gardant le 11, donc tu as deux picks proches l'un de l'autre, ou aux Sixers avec le pick 16 et tu gardes ton 11, pareil, tu as deux picks qui sont quand même assez proches, ou des picks sur des années futures, que ce soit premier ou second tour, ça peut être intéressant. Si tu arrives à faire ça, tu dégages quand même pas mal de marge salariale sous le cap qui te permet ensuite de prolonger Desmar si tu as réellement envie de le faire, de prolonger Patrick Williams si tu as réellement envie de le faire. Par contre, derrière, tu n'as plus vraiment beaucoup d'argent pour recruter. Mais ça, c'est un autre délire. Le problème, c'est que dans le cas des Kings, ils veulent nous mettre Harrison Barnes et Kevin Huerter dans le deal.
Barnes, il a encore 2 ans de contrat assez cher, à peu près 18 millions. Hurter, il touche plus de 10 aussi. Donc si tu envoies Zach plus Caruso aux Kings contre ces deux-là et leur pick 13, tu ne dégages pas tant que ça en marge salariale. Tu n'économises pas vraiment beaucoup de salaire et ça va passer dans le salaire du gars que tu vas drafter en 11 ou en 13. Donc c'est pas hyper attractif comme move au final. Mais ce qui est sûr, c'est que l'objectif côté Bulls à l'heure actuelle, c'est de créer du cap. Parce que, comme on l'a déjà expliqué, si tu fais revenir tout le monde, si tu gardes Zach, si tu fais revenir Patrick Williams, si tu fais revenir DeMar DeRozan, etc., non seulement, rien qu'en gardant la même équipe que l'an dernier, tu es au-dessus du salary cap et tu vas payer la taxe, ce que les Reinsdorf ne veulent absolument pas, évidemment. Mais en plus, tu ne peux pas te renforcer et tu gardes des mecs, comme par exemple Zach LaVine, qui ont pas envie d'être là. Donc c'est franchement perspective d'avenir zéro. Donc voilà, si tu arrives à trader Zach par contre, contre un pic de cette draft ou un futur ou des seconds tours, financièrement tu t'y retrouves déjà beaucoup plus. Mais encore une fois, si l'idée c'est de se débarrasser de Zach pour faire revenir Patrick Williams et DeMar DeRozan sur 2 ans avec un énorme salaire, les perspectives d'avenir sur plus que ces 2 ans-là, elles sont quand même extrêmement réduites. Parce que dans 2 ans, en plus, c'est les fins de contrat de Kobe White et de Ayo Dosunmu et de Vucevic, bon, si d'ici là on ne l'a pas largué. Donc c'est quand même extrêmement compliqué à imaginer. Après, tu peux monter d'autres trades sans récupérer de joueurs en face, mais juste tu t'enlèves Zach LaVine et ses 43 millions de tes comptes, et tu récupères 1 ou 2 pics de draft, et là tout de suite ça dégage du cap. Et en fait, ce qui serait, si tu veux vraiment avoir du cap, il faudrait que Zach soit tradé, et que Demar et Patrick Williams partent ailleurs, disent bah non, moi j'ai pas envie de revenir aux Bulls. Demar il peut dire je vais aller aux Clippers parce que j'ai peut-être plus de chances voilà, d'aller loin en playoff, etc. Et puis je serai chez moi, voilà, pour beaucoup moins. Et du coup, ça te libère de la marge. Mais du coup, ça a fait un autre problème. Qui va venir jouer aux Bulls? Parce que pour qui on est attractif? Quel genre de joueur on va attirer, hein? Quand je disais il y a 4 ans, quand Karnišovas et Eversley sont arrivés, je disais ce que j'espère de leur part, c'est qu'ils rendent les Bulls attractifs, parce que ça fait des années que la Ligue nous pisse dessus avec Paxson, avec Foreman, qu'on était la risée de la Ligue, tout le monde se foutait de notre gueule. Je voulais qu'on améliore cette image et que les joueurs se disent ah, ça vaut le coup d'aller à Chicago parce qu'il y a un projet, parce que, etc. Mais 4 ans après, le constat d'échec, il est incroyable, c'est juste une catastrophe. Donc, à ce niveau-là, voilà, on n'a pas réussi à redorer notre image. Donc, si on pouvait faire quelque chose maintenant pour ça, ce serait quand même cool. Mais bon, ça, c'est encore un autre sujet. Là, on est en train de partir sur plein de petits trucs. Mais il y a un autre truc qui me fait penser qu'on va bouger le soir de la draft. C'est que dernièrement, on a fait des workouts avec plusieurs prospects. Donc, il y avait Ron Holland, Terrence Shannon Jr., qui vient de la fac d'Illinois, Ryan Dunn, Kyle Filipowski, Adem Bona et Justin Moore. Donc dans cette liste-là de 6 joueurs, tu as des ailiers forts, tu as des intérieurs, tu as des profils défensifs, tu as des profils un peu plus offensifs. Tu as aussi des joueurs qui sont projetés entre 8 et 15, et tu as des joueurs qui sont plus projetés fin de premier tour, voire début du deuxième. Par exemple, Bona, voire même Ryan Dunn, suivant les drafts, il passe de 16 à 32, donc c'est compliqué. Donc du coup, je me dis, est-ce que les Bulls ne vont pas chercher à aller récupérer un type dans cette zone-là, récupérer un pic, mettre un trade en place, récupérer un pic et aller chercher un joueur comme ça. Euh, Sachant que l'an dernier, on n'avait pas de pic, on a fait un trade le soir de la draft avec Washington pour récupérer un pic au début du second tour et on a pris Phillips. Donc voilà, peut-être qu'on va faire des moves de cette manière-là. Parce qu'en fait, tout dépend, euh, tout dépend du profil que tu veux prendre, quoi. Parce qu'encore une fois, là, dans cette liste, il y a plein de profils différents. Par exemple, Dunn, qui est projeté entre 16 et 32. J'aime bien le profil, c'est un intérieur avec une bonne envergure, un pack défensif, tout ça, rim protection. Ron Holland, par contre, j'ai beaucoup plus de mal, je suis moins fan. Grosse qualité athlétique, mais aucun shoot, et j'aimerais bien qu'on soit quand même capable d'être un peu meilleur à 3 points que ce qu'on est depuis des années. Mais en fait, il y a ce que moi j'aimerais voir et ce que les Bulls aimeraient faire. Et le truc aussi, c'est que tout dépend de quel problème les Bulls veulent essayer de régler avec leur choix de draft. Parce qu'il y a un truc qui est certain,
euh, peu importe le mec que tu vas prendre en pick 11, ou si tu en as un, il va pas régler tous tes problèmes. Il faut qu'on rajoute de la taille, parce qu'on va certainement perdre Drummond. Il faut qu'on rajoute du shoot à 3 points, parce qu'on est nul à chier dans ce secteur. Il faut qu'on rajoute de la défense. Il n'y a pas un mec dans cette draft, et encore moins en pick 11, qui va régler tout ça. Donc, il faut choisir lequel de ces problèmes va être capable de régler le gars que tu vas prendre à la draft. Et les autres problèmes, tu essaies de les régler à la free agency, avec d'autres trades, etc. Personnellement, ma petite préférence à moi, Dalton Connect. D'ailleurs, ça me permet de faire un petit peu de pub au site QI Basket qui chaque année fait voilà, demande aux comptes FR ou comptes fans de franchise, parce que moi je suis pas un compte FR, de faire leur propre draft. Donc voilà, tu as tous les comptes qui se retrouvent en MP sur Twitter, qui discutent, ils disent moi je vais prendre celui, moi je vais prendre lui, moi je vais prendre lui. Et moi avec le pick 11, j'ai justement pris Dalton Connect, parce que j'aime beaucoup ce joueur, et alors que Devin Carter était encore dispo justement. Je me suis pas fié à ce qu'on nous avait promis pour les Bulls. Et moi j'aime bien ce joueur, ailier assez... enfin, ailier avec un très très gros volume au scoring, gros shooter, pas vilain défensivement, même si c'est pas le plus costaud de la QV, il est pas forcément, il va se faire un peu bousculer au rebond. Et puis, on dit souvent dans les drafts que quand ils ont 23-24 ans, c'est pas terrible. Parce que tu peux pas, tu vois, ils ont déjà fait plein d'années universitaires et t'as moins d'années pour les développer. Euh, Moi, je pense que si les Bulls veulent un joueur capable de s'intégrer tout de suite dans la rotation euh, et d'avoir un impact, autant prendre ce gars-là, Dalton Connect, qui aura 24 ans là cet été, en juillet ou en août, je sais plus, euh, qui peut avoir un impact plus immédiat qu'un mec de 19 ans qu'on pourrait drafter, comme, enfin j'en sais rien, mais un mec de 19 ans, qui qu'on va pas réussir à développer, parce qu'on de toute façon on n'arrive pas à les développer, on va le foutre en G-League la moitié du temps parce qu'il sera derrière Terry et Phillips dans la rotation. Je vois pas trop l'intérêt, hein. Comme je disais en début de vidéo, hein, c'est Billy Donovan fils qui va gérer la G-League, donc voilà, je suis pas rassuré, hein, plus que ça pour le développement. Euh, mais bref, on verra le soir de la draft. Ce qui est sûr, c'est qu'après avoir annoncé en fin de saison qu'il fallait qu'il y ait du changement maintenant, que c'était nécessaire et qu'ils allaient faire ce qu'il fallait pour ça, il faut que quelque chose se passe sur la draft. Honnêtement, si au retour de la draft, on a juste pris notre gars en pick 11 et qu'en plus c'est par exemple Carter ou un autre meneur arrière, alors qu'on a du coup gardé Zach, Lavine et Caruso et qu'on a pléthore derrière, ce serait quand même assez décevant, on va pas se mentir. Non, on va pas se mentir non plus, ce serait pas la première fois qu'on serait déçu de la part de cette franchise, hein, parce que là quand même, on a encore eu droit à des trucs quand même absolument extraordinaires, hein. Il y a pas plus tard qu'en début de semaine, on a eu quand même cette info extraordinaire comme quoi, en février, avant la deadline, les Bulls ont refusé euh, des grosses propositions pour Alex Caruso, qui pouvait même aller jusqu'à 2 picks du premier tour de cette saison. Tout ça parce que en fait, c'est les proprios, les Ransdorf, qui ont mis leur veto, qui ont dit non, ne fais pas ce move, Arturas ne fait pas ce move, parce que nous, on veut continuer à pousser pour aller en playoff et se qualifier en playoff. Donc voilà, moi j'ai déjà fait plein de vidéos cette saison, la saison d'avant, etc. pour parler du fait que selon moi, Eke aimerait faire des moves, mais qu'au-dessus, on lui dit non. Et là, cette histoire, c'est une preuve de ça. C'est une preuve que ma théorie s'avérait exacte. Et je me souviens d'une vidéo que j'ai faite. C'était juste après la deadline, je crois que c'est la deadline 2023, donc la saison dernière, où Carny Chovas s'est pointé en conférence de presse. Il tirait une tronche comme s'il venait d'apprendre le décès de toute sa famille. Il répondait, il envoyait bouler tout le monde et tu voyais qu'il était vénère et qu'il avait qu'une envie, c'était de tout péter. Et moi, je suis sûr, encore une fois, c'est qu'il voulait faire des trucs, chambouler l'effectif, faire des gros trades, mais que au-dessus, on lui a dit parce que mon gars, tu payes pas la taxe. Donc, euh, c'est nous qui prenons les décisions, pas toi. On t'a fait venir, mais normalement, ce soit toi qui prennes les décisions, mais là, on va te dire non. Là, on va te dire non. Donc, moi, je comprends pas tout ça. C'est un peu, c'est compliqué. Mais du coup,
quand après, et moi je suis persuadé que Karnišovas, quand il se pointe en conférence de presse, qui te dit en interview qu'on est compétitif, qu'on vise les playoffs, ou même encore pire, quand il dit oui, si je décide de partir sur un rebuild, les proprios vont être derrière moi, ils vont me soutenir. Mais je suis sûr qu'il n'en croit pas un mot. Et ça en est la preuve. Parce que si Karnišovas était prêt à accepter ce trade de Caruso contre 2 pics, ça voulait dire que tu bazardais un peu plus la fin de la saison, tu cherchais pas forcément à aller en playoff, même si, encore une fois, on est resté 9ème, on n'a pas bougé de la 9ème place depuis le 8 janvier, hein, donc voilà, même si tu trades Caruso, on n'allait pas forcément énormément descendre, hein, parce qu'à part Atlanta derrière qui a poussé un moment, hein, ça se bousculait pas pour nous passer devant, donc bon, tu aurais très bien pu trader Caruso à ce moment-là et tu aurais eu un meilleur retour que ce que tu auras maintenant parce que ben, plus le temps passe, plus son contrat va être court et moins tu vas récupérer d'assets. Donc là, je suis sûr que Karnišovas veut faire des trucs, mais on lui en empêche. Parce qu'au-dessus, on dit non, non, nous on veut voilà, être compétitif, remplir la salle, etc. Donc voilà, t'es le vice-président des opérations basket, mais c'est pas toi qui as le dernier mot. Et donc on en revient à ce que je dis à chaque fois. Les Reinsdorf s'en foutent d'être compétitifs. Leur seul objectif, c'est de faire du blé sans avoir à en dépenser. Et ça marche, mais comme c'est juste pas possible de marcher. On a gagné 5 séries de playoffs en 25 ans. Et la salle, elle est toujours pleine. Voilà, rien que ça, tu vois. Rien que ça. Et le pire, c'est que, donc là, ils ont annoncé il y a quelques jours aussi, donc il y a 8 équipes qui ont payé la luxury tax. Il y a les Warriors, il y a les Blazers, enfin je ne sais plus exactement. Mais donc, toutes ces amendes qu'ils ont payées parce qu'ils ont dépassé la taxe, elle est redistribuée aux autres équipes. Donc toutes les autres franchises se sont partagées ces 8 franchises-là ont payé en taxes. Ça veut dire que les Bulls, comme toutes les autres équipes qui n'ont pas payé la taxe, ont reçu 12 millions de dollars de la part de l'NBA payés par ces 8 équipes qui ont payé la taxe. Donc voilà, pas payer la taxe, pas être compétitif, la salle est pleine, ça vend des maillots à gogo, et en plus la ligue, les autres équipes te filent de la thune. Royal au bar. Voilà, t'as même pas besoin d'être fort, t'as même pas besoin d'être bon au basket. T'as même pas besoin de proposer un bon produit à ton public, il sera là. Voilà, la poule aux œufs d'or cette franchise. Donc voilà, ce sera comme ça tant que les Reinsdorf seront là. Mais bref, on va pas s'attarder sur ça. On va se retrouver la semaine prochaine pour faire un peu le bilan de ces 2 soirées de la draft, hein. Mais si on a que notre pick 11 et que c'est un arrière, un combo garde, ça va hurler. Ça va hurler. Donc voilà, j'espère que on aura monté un trade en place, qu'on aura récupéré d'autres picks, qu'on aura au moins 2 joueurs sur lesquels revenir, présenter un peu les profils à ce moment-là, dire voilà, on a pris lui, c'est bien parce qu'il apporte ça, on a pris un tel, c'est bien parce que voilà, il va apporter ça. Et ce sera quand même beaucoup plus cool. Et pour terminer cette vidéo, hommage que les Bulls n'ont pas forcément fait plus que ça, hein. Ils ont mis un communiqué, mais juste Chet Walker qui nous a quitté il y a une dizaine de jours à peu près, légende des Chicago Bulls, un des meilleurs joueurs de l'ère avant Michael Jordan. Quand il est arrivé aux Bulls, on tournait à 33 victoires par saison et quand il était là, on tournait à plus de 50 victoires par saison. Il était 4 fois All-Star en 6 ans aux Bulls, on est allé en finale de conf. C'était le mec qui mettait les paniers clutch en fin de match. Il a été important dans la ligue aussi pour l'évolution des droits des joueurs aussi, les négociations des contrats, etc. Donc, 8e meilleur scoreur de l'histoire de la franchise, encore, non, 6e, 6 ou 8e, je sais plus, 6 ou 8e. Mais en tout cas, voilà, un mec qui a été extrêmement, extrêmement important dans l'histoire des Bulls, mais aussi de la ligue. Donc, il fallait lui rendre hommage. Il est décédé à 80 ans, 84 ans. Donc, gros hommage à toi, Chester Walker, alias The Jet. Euh, Carrière extraordinaire. Aussi à Philadelphie avant d'aller aux Bulls, hein. Il a été champion NBA avec Philadelphie en étant l'équipe qui a mis fin aux 8 ans de règne des Boston Celtics. Donc très très fort. Très 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 fort. Donc voilà, repose en paix mon ami. Et puis bah voilà, nous on se retrouve la semaine prochaine après la draft. Mais honnêtement, j'espère qu'on aura bougé parce que sinon ça va hurler. En attendant, vous, bah, dites-moi qui vous aimeriez qu'on récupère à la draft. Qu'est-ce que vous aimeriez voir comme mouvement? Est-ce qu'on trade Zach LaVine? Est-ce qu'on trade Caruso? Est-ce qu'on... Voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Et puis voilà, on en discute sur Twitter, là en commentaire ici. Et puis on se retrouve la semaine prochaine pour faire le bilan de la draft. Allez, à très très bientôt. Ciao, Go Bulls.